Ce documentaire vient donc de nous raconter l'histoire d'un hangar clandestin qui, pendant 12 ans, a servi de prison illégale sur le port de Marseille. Près de 30 000 étrangers y sont passés, essentiellement des Algériens, avant d'être expulsés. Et il a fallu attendre 1975 pour qu'un avocat, vous venez de le voir, révèle l'existence de ce fameux hangar d'Aranque. À l'époque, l'affaire a provoqué un scandale, mais depuis, tout le monde, ou presque, a oublié. Mais que révélait vraiment l'existence de ce lieu de non-droit, mis à jour au cœur des années 70, sur le port de Marseille? Eh bien, nous allons en débattre maintenant avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par celui qui a réalisé ce documentaire, Olivier Bertrand. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et donc réalisateur. Vous avez passé 23 ans au sein du quotidien Libération, notamment à Marseille, et vous êtes le cofondateur du site d'information Les Jours, que chacun d'ailleurs peut consulter sur le web, et j'imagine que vous leur conseillez d'ailleurs de vous abonner, évidemment, à ce site Les Jours. Avec nous également Benjamin Stora, bienvenue à vous. Vous êtes historien spécialiste de l'histoire du Maghreb, de l'Algérie et particulièrement de la guerre d'Algérie. Vous êtes notamment l'auteur du rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie, que vous avez commandité Emmanuel Macron, c'était en juillet 2020. D'ailleurs, vous avez mis ce rapport au chef de l'État 6 mois après. Ces travaux ainsi que vos propositions pour une réconciliation mémorielle durable entre les deux pays. Et puis, parmi vos derniers ouvrages et en lien avec le documentaire que nous venons de voir, nous citerons tout d'abord cette bande dessinée, publiée aux éditions La Découverte et intitulée « Les Algériens en France, une histoire de génération », et on citera aussi dans votre actualité littéraire L'Algérie en guerre, un ouvrage disponible, lui, aux éditions L'Archipel. Et puis enfin avec nous, Naïma Uberyahi, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'unité de recherche Migration et Société de l'Université Côte d'Azur. Vous êtes spécialiste de l'histoire culturelle des Maghrébins en France. Vous avez entre autres participé aux travaux de la commission Benjamin Stora, et vous avez en partie dirigé le contenu de cet ouvrage tout récent, La France, terre d'immigration, a publié récemment aux éditions Philippe Ray. On vient de voir votre film. Racontez-nous la genèse de ce documentaire, tout simplement, pour commencer. La genèse, l'histoire du film commence en 2020. Je suis à l'époque en train de travailler pour Mediapart sur la rétention administrative aujourd'hui. La rétention administrative, ça veut dire ces centres dans lesquels on enferme des étrangers le temps de préparer leur éloignement. Et puis survient le Covid 1, et les centres sont vidés. Alors du coup, je me mets à travailler sur l'histoire de ce centre-là. Je découvre qu'avant d'être un centre assez moderne, c'était un hangar, un entrepôt. Et je tombe sur des articles qui parlent de cet entrepôt à la fin des années 70. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque la rétention administrative n'existait pas à cette époque. Alors je fouille, je tombe sur, dans un premier temps, une documentation militante, et je découvre qu'avant la création de la rétention administrative, il a existé un hangar sur le port de Marseille, dans lequel on enfermait illégalement et pendant 12 ans des étrangers. L'avocat est un acteur clé. L'avocat qu'on voit dans votre film. L'avocat est extrêmement structurant. C'est un homme qui a près de 82 ans, mais qui a gardé une vraie capacité de récit, de narration, une très belle mémoire, et puis également une capacité de colère assez forte. Ce qui fait que son témoignage structure le film, et son témoignage, je trouve, est assez sensible et contextualise politiquement de façon intéressante. Vous avez appris, j'imagine, beaucoup de choses. Il y a des choses en particulier que vous avez découvert à l'occasion de cette enquête et qui J'ai vous ont appris beaucoup de particulièrement choses. surprise. Peut-être que ce qui m'a le plus effaré, c'est les archives du commissaire Payan, Oui. donc commissaire qui travaillait au RG, puisqu'à l'époque c'était les renseignements généraux qui surveillaient les frontières, et qui était un homme obsessionnel, on l'a vu dans le film, qui conservait absolument tout. Donc j'ai épluché au total 32 cartons d'archives, soigneusement conservés aux archives départementales, et qui, à mon avis, les premiers cartons avaient été un petit peu explorés, et tout le reste j'ai découvert, et ça raconte 12 ans de police sur le port de Marseille, et c'est absolument passionnant. On va voir un premier extrait de votre film qui concerne finalement la situation des Algériens depuis les fameux accords d'Évian et donc l'indépendance de l'Algérie. Avec la fin de la guerre d'Algérie, en mars 1962, les accords d'Évian laissent une liberté de circulation aux citoyens des deux rives. Dans un premier temps, les travailleurs algériens sont nombreux à partir en vacances, au pays libéré. Les renseignements généraux s'inquiètent d'ailleurs de cet exode. Ils craignent un manque de main-d'œuvre.
puis le phénomène s'inverse. Dès l'automne 62, les hommes quittent massivement l'Algérie. L'existence de ce hangar clandestin, de cette prison tout à fait illégale, date de 1963. C'est ce que vous nous dites dans votre film. Benjamin Stora, on a besoin, peut-être à la vue aussi de l'extrait qu'on vient de voir, de recontextualiser ce que nous avons vu depuis, et notamment dans ces années 60, dans l'après-indépendance algérienne. Enfin, rapidement, les accords d'Évian, effectivement, c'était la libre circulation entre l'Algérie et la France, dans la mesure où il y avait énormément de Français d'Algérie qui avaient décidé de quitter l'Algérie pour arriver en France. Donc comment, à partir de là, réguler? C'était pas possible. Donc il fallait laisser les frontières ouvertes. Mais très vite, effectivement, la France a contourné les accords d'Évian. C'est sans le dire. C'est-à-dire en 1963, en essayant de réguler de manière, j'allais presque dire clandestine, la circulation libre des travailleurs algériens cette fois-ci, en instituant, disons, un certain nombre de règles, de mesures qui... Comme les fameux contrôles médicaux qu'on voit dans ce contrôles film, sanitaires, qui étaient en fait des prétextes qui permettaient de filtrer, d'empêcher, disons, l'arrivée des Algériens en France. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les Algériens ont continué de revenir en France? Parce que bon, ça c'est une question importante. Un mot simplement pour dire que la guerre d'Algérie, pour les Algériens, c'est quand même un bouleversement considérable. 2 millions de paysans algériens ont été déplacés par l'armée française. 2 millions. Entre 1956 et 61, c'est colossal. Donc tout le paysage agricole a été entièrement bouleversé. Donc c'est donc par conséquent les paysans algériens qui vont se déplacer et migrer en direction de la métropole, de l'ex-métropole de la France. Ça me paraît évident. Il y a 1 millier de villages qui avaient été détruits pendant la guerre d'Algérie. Il faut le savoir, tout ça. Bon, je ne parle pas, évidemment, des centaines de milliers de morts qui poussent à l'exil. Le paysage de l'après-guerre d'Algérie est un paysage quand même terrible. C'est-à-dire que beaucoup d'immigrés algériens avaient voulu revenir en Algérie pour construire, disons, le pays décolonisé. Mais en fait, fondamentalement, c'était un pays qui était en proie à des difficultés invraisemblables, incroyables, après 8 ans de guerre. C'est ce qui explique aussi que beaucoup vont repartir, ou certains même vont partir, tout simplement, et quitter l'Algérie. Donc on ne peut pas comprendre ce départ nouveau, indépendamment de la situation qui a été faite à la paysannerie algérienne, le déracinement. Les Français connaissent mieux l'histoire de l'Algérie urbaine, en particulier parce qu'il y avait beaucoup de Français d'Algérie dans les grandes villes, mais en fait l'Algérie c'était la paysannerie fondamentalement, et la plupart des Algériens qui vont partir, ce sont des paysans, la plupart, l'immense majorité. Et ils vont partir pour faire quoi ? À quoi ressemble finalement cette communauté algérienne qui, dans les années 60, après cette fameuse indépendance de l'Algérie, décide de venir en France pour travailler? Alors, ils vont répondre à l'appel d'air ou l'appel d'offres qui va être celui du patronat, qui va avoir besoin de bras, notamment dans l'ère des grands ensembles, puisqu'on va construire ces villes champignons. Ça va commencer dès la moitié des années 50, donc en pleine guerre d'Algérie. Sarcelles, Stein, enfin toute la grande couronne parisienne. Et à l'époque, Benjamin Stora l'a dit, il y a une libre circulation, et pour une bonne raison. C'est que l'Algérie, c'est 3 départements français à l'époque. Et il y a une tradition, on parlait de la Noria, donc cette roue de flux migratoires qui venait d'Algérie déjà avant les indépendances d'Afrique du Nord. Ça s'amplifie avec la guerre d'Algérie, Benjamin Stora l'a rappelé, et surtout, ça s'intensifie, mais c'est surtout tout de suite contrôlé. Parce que 64, 68, on a aussi des accords comme ça qui vont émailler les années 70. On va limiter en volume. Je pense qu'à la fin des années 60, on parle de 800 000 Algériens maximum. On les atteindra dans les années 70. Tout de suite, on veut mettre un terme à cette libre circulation. Donc, en creux, se pose la question de leur devenir. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'avant que ces premières vagues arrivent, poussées à l'exil, c'est ce que vous expliquez, enfin ces paysans qui sont obligés de venir, le premier réflexe français, par les RG, par la direction des affaires musulmanes, c'est de s'inquiéter.
Le pays étant libéré, on craint que les Algériens rentrent chez eux et on craint que le pays ne manque de main-d'œuvre, en fait. C'est ce qu'il dit dans cet extrait, effectivement. Le premier réflexe, c'est vraiment cette perte de main-d'œuvre. Hein. Mais il y a une spécificité algérienne parce qu'à cette époque, la France négocie des accords bilatéraux avec le Maroc, en 1965, avec la Turquie. Et donc, il y a un besoin de main-d'œuvre. Le cas marocain, on le connaît, avec Félix Mora et d'autres flux organisés pour les houillères ou d'autres corps de métier. Dans le cas algérien, il y a une tradition de surveillance. Dans l'entre-deux-guerres, bien avant la guerre d'indépendance algérienne, on se méfie de l'Algérien. Et cette méfiance, elle va écraser toute cette population maghrébine, puisque le film le démontre, il y a des Marocains aussi qui sont concernés par ce phénomène, mais qui sont pris dans cette tradition de la police française qui va bien sûr se cristalliser autour du 17 octobre, Benjamin l'a rappelé tout à l'heure, et cette tradition de surveillance elle va se transformer en répression. Parmi les étrangers qui sont enfermés dans ce hangar, dans l'attente d'être expulsés, hein, il n'y a pas seulement que des Algériens, il y a d'autres communautés. Dans un premier temps, il n'y a que des Algériens. C'est très clairement, et d'ailleurs, tous les rapports, tous les procès-verbaux, toutes les consignes appellent à contrôler les Algériens qui arrivent en 4e classe, c'est-à-dire les pauvres, hein, les paysans qui viennent pour chercher du travail. Donc c'est vraiment réellement eux qui sont visés. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que cet encadrement des Algériens qu'on a créé dès avant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, va pousser à recruter en Algérie des gens qui vont venir nourrir le contrôle de ce qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie. Et ça, à mon avis, ça va être très très présent dans cette histoire dès le début. Les gens arrivent et ils vont trouver en face d'eux des gens qui ont dû quitter l'Algérie, des gens qui sont pour certains des rapatriés, qui sont des anciens policiers, des anciens CRS, qui travaillent dans les CRS de Marseille, qui travaillent à la direction des affaires musulmanes. Et je pense que se joue sur ce port, avec ce hangar, à la fois un deuil commun, et une reproduction. Et une revanche. Voilà, une reproduction et une revanche. Oui, il y a eu des accords de passé entre les deux pays après l'indépendance, notamment en 1968, hein, qui prévoyait de contingenter à 35 000 entrées annuelles le nombre d'arrivées d'Algériens en France. Mais une fois en France, les Algériens avaient 9 mois pour trouver un emploi. Et s'ils parvenaient à trouver cet emploi, ils recevaient un certificat de résidence établi pour 5 ans. Autrement dit, si au bout de 9 mois, on ne trouvait pas d'emploi pour les Algériens en France, ils étaient expulsés en Algérie ? Soit expulsés, soit clandestins. Soit ils y restaient et ils demandaient ensuite la carte de séjour, la carte de résident. Ce qui fait que les Algériens n'étaient pas particulièrement attachés à ces accords de 68. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que les accords de 68, c'est terrible, il faut les abroger, etc. Mais précisément, les accords de 68, les Algériens le vivaient déjà à l'époque comme une restriction des accords d'Évian, voire même comme une, entre guillemets, trahison des accords d'Évian. C'est-à-dire que, par conséquent, ils n'étaient pas attachés à ces accords de 68, c'est évident. Ils perdurent, ces accords de 68, on en entend souvent parler dans le débat public français. Ces accords perdurent aujourd'hui. Oui, ils n'ont pas été abrogés, mais il y a eu ensuite toute une série de lois successives. On ne va pas toutes les citer, il y en a eu, je crois, dans le film le dit, je ne sais plus combien, de 10, 15, 20 lois différentes, à chaque fois de restrictions, ce qui fait que les accords de 68 ont été entièrement vidés, disons, de leur substance, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça devient plus un objet de polémique politique, un outil d'idéologisation du débat sur l'immigration qu'un effet réel sur le contrôle migratoire. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, ce que vous nous dites tous les deux, c'est assez intéressant du point de vue du continuum colonial qu'on retrouve dans les pratiques répressives. On avait le même système d'encadrement dans les foyers Sonacotra, parce qu'on recrutait des directeurs qui venaient de là-bas et qui devraient savoir s'adresser à ces communautés. Donc il y a déjà la racialisation des rapports sociaux dans un continuum colonial. Aussi les harkis. Et qui sont, c'est un exemple, effectivement, Benjamin Stora le rappelle, dans le film, où on a cette Ushkun Rajel Nta ou Ana, qui est l'homme aujourd'hui, toi ou moi, cet appel au virilisme, cet homme qui semble avoir été heurté dans son identité d'homme algérien et qui se retrouve en position de revanche. Et je pense que Benjamin, tout à l'heure, l'a rappelé, le film le démontre très bien. On est dans un temps de, pas revanchard, mais en tout cas de retournement de situation, où ce hangar devient le réceptacle de choses qui ne sont pas réglées et qui ont à voir avec le fait colonial.
On dit souvent aussi qu'il y a un avant et après 68 concernant ces questions du travailleur immigré d'une manière générale et du travailleur algérien par définition, puisqu'ils étaient, c'était la communauté la plus importante venue travailler en France avec les Portugais et après les Italiens et les Espagnols. Je pense que cette histoire-là est un révélateur de ça, du fait que les années 70, 68, puis la conjonction des luttes, vont transformer quelque chose. Il est impensable que pendant 10 ans, on ait eu un hangar sur le port de Marseille où des hommes étaient enfermés de façon illégale, sur un port où il y avait 5 à 6 000 travailleurs quotidiennement. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça va devenir un scandale, que ça va sortir de l'ombre? Je pense que c'est les années 70 qui sont passées par là. Et la montée d'un militantisme... Oui, moi j'étais un militant de ces années-là, donc effectivement ça a été une motivation d'engagement, le fait de dévoiler, de révéler l'existence de centres clandestins pour les immigrés dans les années 75, etc. Mais la question que moi je soulevais tout à l'heure dans une discussion, c'est quand même sur le port, il y avait des milliers de travailleurs qui étaient syndiqués quand même, des dockers. La grande question, c'est que la contestation n'est pas venue d'eux. Enfin bon, c'est peut-être terrible ce que je dis là, mais bon, la plupart c'est pas un secret de dire qu'ils étaient syndiqués à la CGT, et que ce sont les activités militantes des années 73, 75, 77, 78, qui étaient plutôt situées à l'extrême gauche, qui ont levé le voile, disons, de cette histoire clandestine et secrète, plutôt que le combat livré par ce qu'on appelait à l'époque les organisations traditionnelles. On va voir un deuxième extrait de votre film. C'est le quotidien, finalement, de ces travailleurs algériens en France, au cœur de ces années 70. Combien de temps vous êtes en France? Il y a depuis 9 ans que je suis là. 9 ans? Oui, Ça fait déjà un sacré bail, ça, non? oui. Depuis 65, je suis embauché à la mine. Je suis encore à la mine. Et puis le samedi soir, on sort promener, faire un petit tour, comme tout le monde. Vous allez faire un petit tour dans quel coin? Dans quel coin? C'est-à-dire à Hénin-Beaumont, bien des fois à Lens, bien à Lille. On arrive à s'amuser? Pas tout le temps, rarement. Vous vous retrouvez entre copains, Oui. entre Algériens, vous arrivez à entrer en contact avec les Français? Oui, j'avais eu beaucoup de copains français depuis le temps qu'il y a eu le problème de Marseille avec le chauffeur d'autobus qui était tué par un Algérien. Depuis ce temps-là, quand même des copains ici douane, quand ils me voient que je suis un étranger, alors c'est plus le même qu'avant, quoi. Ce travailleur algérien avait été recruté, en l'occurrence, par Charbonnage de France, directement dans son pays, en Algérie. Il est évoqué les fameuses journées de l'année 73, le 25 août 73, un Algérien tue un chauffeur de bus à Marseille. Il était d'ailleurs atteint de troubles mentaux, c'est bien précisé dans votre film, mais tout cela déchaîne un mouvement antiraciste en France à l'époque. Et en quelques semaines, une cinquantaine d'Algériens sont tués, dont près d'une vingtaine sur la seule ville de Marseille. Un mouvement raciste. On comprend l'insécurité, le sentiment d'insécurité exprimé ici dans cet extrait. Oui, c'était une flambée de violence raciste en France, et qu'on a pu le revoir d'ailleurs de manière un peu décalée, par exemple dans un film comme Dupont-la-Joie, qui est sorti en 1975, le film d'Yves Boisset, avec Jean Carmé. Et effectivement, à Marseille, en 1973, plus d'une vingtaine d'Algériens ont été assassinés. Il y a une bombe qui a explosé devant le consulat général à Marseille. Et les relations entre les deux pays étaient glaciales, pour ne pas dire plus. C'était en plein aussi au moment de la nationalisation des hydrocarbures par l'Algérie. Donc les meurtres de Marseille ont encore plus, disons, aggravé la situation et la tension qui existait entre les deux pays, bien évidemment. C'est aussi concomitant une époque où il y avait ce qu'on appelle les grèves de la faim, entre les expulsions, entre 72 et 73. Et tout à l'heure, vous le rappeliez, il y a une cristallisation d'un mouvement militant, notamment le mouvement des travailleurs arabes, qui va être la tête de pont de mobilisation, notamment suite à ces assassinats à Marseille. Certains de ces militants du mouvement des travailleurs arabes vont d'ailleurs être malheureusement arrêtés et mis sous le joug de ce hangar. La question qui va se poser à l'époque, c'est qu'on a peur de cette agitation, y compris dans les pays d'origine, parce qu'il y a un accord tacite, voire officiel, entre les pays d'origine et la France, pour que les pays d'origine gèrent leur diaspora.
et les encadre parfois de manière sécuritaire. Et donc, on voyait d'un très mauvais œil ces initiatives. Et je trouve que le film restitue bien le contexte qui est celui d'une organisation de ces travailleurs qui vont, à l'aide de cet avocat, faire valoir leurs droits, ce qu'ils n'ont pas fait 10 ans auparavant. Et c'est cette séquence-là qu'on connaît moins dans l'histoire des luttes portées par l'immigration. On connaît plus la génération beurre des années 80. On connaît plus le nationalisme algérien ou maghrébin des guerres d'indépendance. Mais ce ventre mou des années post-mai 68 est extrêmement peu connu, peu documenté. Et je trouve que ce film est important. Le film est extrêmement important pour raccrocher les wagons générationnels dans les mouvements sociaux et politiques de ce qui va préfigurer un syndicalisme immigré. C'est la question en tout cas qu'on pose à l'époque. C'est très vrai. Le compliment qu'on vous fait là, oui. Oui, mais au-delà du film, je pense que cette histoire est une vraie fenêtre, en fait. Une vraie fenêtre exactement pour pointer ce qui est un peu invisibilisé et qui est essentiel aujourd'hui, je pense. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif des jeunes Français issus de cette immigration-là, je pense, pèsent très fortement les conditions d'accueil des parents. Et notamment sur cette période-là qu'on connaît. Et tant qu'on ne va pas explorer cela en profondeur, dialoguer cette période-là, la mettre à connaissance. Enfin, on ne pourra pas, à mon avis, réconcilier quelque chose avec une partie de ces jeunes-là, qui portent une colère qui n'était pas nommée dans leur famille, mais à laquelle, à mon avis, ils n'échappent pas. Et c'est très juste, en fait, que entre Elsa et la vraie vie, et Élise ou la vraie vie, et tiens, c'est un drôle de lapsus, Elsa et Élise ou la vraie vie, et puis la marche pour l'égalité qu'on va rebaptiser Marche des Beurs. Il y a effectivement... Là, nous sommes en 1983, bien entendu. Oui. 1975, les époques Giscard, c'est une vraie rupture en matière de politique d'immigration en France. Oui. Et là, on peut parler d'une politique anti-migratoire, anti-immigration menée par l'ancien chef de l'État, Lionel Solé-Rü, et c'est sa fameuse prime. Oui, secrétaire d'État au travail et à l'immigration, Lionel Solé-Rü, cette fameuse prime au départ, 10 000 francs à l'époque, le million Solé-Rü. Là aussi, c'est un vrai marqueur, cette période. C'est absolument un marqueur, parce qu'en 1974 est décrétée de manière officielle la fermeture des frontières. On n'est pas revenu d'ailleurs là-dessus. On vit toujours actuellement sur ce principe-là d'ailleurs. Et les lois ne font que renforcer ou pas d'ailleurs cette question de la fermeture des frontières. Donc on est en 1974. C'est effectivement une manière non plus de réguler le flux, mais d'essayer carrément de le stopper. C'est-à-dire d'interrompre carrément le flux migratoire, ce qui fait que lorsque le président Giscard d'Estaing ira à Alger quelques temps plus tard, il sera accueilli plutôt froidement, parce qu'en fait, les mesures qu'il prend sur la question migratoire freinent considérablement, bien sûr, cette circulation qui devait théoriquement être libre entre l'Algérie et la France. Comparaison n'est pas raison, mais presque 50 ans après... Oui. Ou même 50 ans pile après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'aube d'une nouvelle loi immigration, qu'on continue, et je dis ça devant Benjamin Stora, de parler de l'Algérie et de ses mémoires douloureuses, et qu'on continue aussi... Et d'évoquer des tensions très, très vives entre les deux pays, d'évoquer des tensions malgré très vives, tous vos efforts, avec d'autres, Benjamin Stora, bien sûr. Mais malgré les efforts de Benjamin Stora et de nombreux... citoyens de notre pays qui essaient d'ouvrir en tout cas ce dossier mémoriel. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces politiques de restriction, de fermeture s'accompagnent dans les années 70 de politiques d'intégration. On dit, on ferme les frontières, mais on accueille mieux les populations. On leur crée des émissions de télé. Ce qu'on appelait l'assimilation ? Non, on n'était plus dans l'assimilation. On était dans l'intégration. On était au tout début de ce qu'on appelle intégration dans les années 80. Donc, des émissions de télé, des cours de langue, mosaïque, des cours de langue d'origine, les fameux ELCO dans les écoles, les langues arabes, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et on pense qu'on va mieux intégrer ceux qui sont là, mais demander aux autres de ne plus venir. On est 50 ans après, on s'interroge encore aujourd'hui sur la place de nos concitoyens issus de l'immigration algérienne. On en est encore à se demander s'il faut enseigner la langue arabe, et on se demande encore si notre contrat social peut surmonter ce poids d'histoire et de mémoire qu'est la relation franco-algérienne. Benjamin Stora fait partie, c'est peut-être même le premier et encore celui qui le porte aujourd'hui.
celui qui nous explique la solution. C'est regarder en face notre histoire, écouter ces mémoires conflictuelles et donner les moyens d'en sortir par le haut. Et on voit qu'aujourd'hui, ce film qui est vraiment extrêmement important nous permet de faire ce travail-là. Mais est-ce qu'on veut l'entendre et est-ce qu'on veut le voir? Et surtout, 50 ans n'ont pas suffi à refermer ce cycle de lois immigration. On en est à plus de 40 lois depuis cette fameuse arrêt de 74. On va en faire une nouvelle, encore une loi gadget, à part les 2 petites années au début du septennat de François Mitterrand qui a régularisé... 81-83. Ça a duré 2 ans, on a régularisé une centaine de milliers de clandestins, on disait à l'époque. Et ensuite, ça s'est très vite refermé. Et on a repris ces politiques-là. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Et le film nous interpelle là-dessus. Bon, en tout cas, en 75, cette fameuse affaire du hangar d'Aringue fait un véritable scandale national. Depuis, on semble avoir un peu complètement oublié cette affaire, y compris à Marseille, où ça reste quand même un événement qui aura marqué cette ville dans ces années-là. Je dirais que ça reste quelque chose de très présent dans la mémoire militante marseillaise. C'est-à-dire que ceux qui, en même temps que Benjamin Stora à l'époque, ont lutté contre ce centre d'enfermement clandestin, s'en souviennent. Et il y a une mémoire, les gens de la CIMAD à Marseille se souviennent également, connaissent cette histoire. Pour le reste, la ville l'a oubliée. Mais de toute façon, la question de l'enfermement de l'étranger, en France, qui la connaît? Enfin, si vous allez demander aux Marseillais s'ils savent qu'il y a un centre qui est réservé à l'enfermement des étrangers, je ne suis pas sûr que 3 sur 100 vous répondrez qu'il y a un centre de rétention clandestine. Finalement, ce hangar d'Aringue, c'était un centre de rétention administratif avant l'heure. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre. Et d'ailleurs, la rétention administrative a été créée en réponse au scandale qui a provoqué la révélation de l'existence du... Donc c'est devenu, ça a été légalisé en 81. Et aujourd'hui, ça poursuit. Simplement, on n'a fait que prolonger sans cesse les durées d'enfermement, puisqu'aujourd'hui, on peut enfermer quelqu'un pendant 90 jours pour préparer souvent un éloignement impossible. Et physiquement, il y a un seul centre de rétention? Il y a un seul centre de rétention à Marseille qui est au Canet. Le Canet, c'est un quartier qui est à quelques centaines de mètres d'Aringue à peine, donc tout près du port de Marseille. Donc le symbole est là. Ce qui est intéressant, c'est dans l'oubli, la fabrication de l'oubli, c'est la destruction du hangar qui n'existe plus. C'est-à-dire que pour se souvenir, encore faut-il qu'il y ait des lieux où on puisse faire visiter le lieu, il a été rasé. Totalement. Et donc il n'y a plus rien. Donc ce qui fait que c'est pour ça que le film est important, parce qu'il restitue cette histoire qui théoriquement, disons, aurait dû disparaître complètement. Et le hangar lui-même n'existant plus. Il n'existe plus, il n'y a pas une plaque, il n'y a rien sur le port. Il n'y a rien. Parce que quand vous pouvez pourtant voir l'endroit où c'est, quand vous arrivez à Marseille par l'autoroute qui longe la mer, l'autoroute du littoral, vous avez des voitures qui sont destinées à l'exportation, des parkings immenses. Qui sont destinés à partir. C'est à cet endroit-là qu'on a fermé les étrangers. Qu'est-ce que ça nous raconte des conditions de détention dans les centres de rétention administrative? Est-ce que ces conditions sont correctes? Là, nous étions dans une totale inégalité. Évidemment, concernant ce fameux hangar d'Aringue, on a encore des interrogations au sujet de ces centres administratifs de rétention sur le plan humain. Alors, on essaie d'en sortir les associations. On parlait de la CIMAD, on essaie de les mettre à la porte pour qu'on ne puisse plus, en tout cas, faire valoir un certain nombre de droits humains et d'accompagnement de ces moments-là dans la vie de ces hommes, majoritairement des hommes et parfois des familles. Moi, je m'interroge, c'est le lieu. Parce qu'on parle de Marseille depuis tout à l'heure, mais Marseille, ça a une place spécifique dans l'histoire du fait colonial. On peut dire que c'est l'épicentre de l'empire colonial. C'est la porte d'entrée, en l'occurrence, c'est la porte de sortie. Ces familles-là, souvent les papas, sont tous passés par le port de Marseille pour arriver en France, de manière légale ou illégale, peu importe. Et en fait, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat public, on vous parle des Outre-mer, pour de nouveaux centres de rétention ou de détention. Ça nous dit quelque chose de cet imaginaire colonial qui continue de traverser notre classe politique. Et maintenant, sans aucune vergogne, on ne s'interdit pas de reconvoquer la spatialité coloniale dont parlait tout à l'heure Benjamin Stora, puisque pour se souvenir, il nous faut des lieux, mais des lieux de mémoire même immatériels. Et ce film constitue pour moi un lieu de mémoire immatérielle de ce lieu qu'on a rasé. Et nous devons réinterroger physiquement Marseille comme ce port de Méditerranée, cette porte d'entrée vers l'empire colonial ou vers la métropole coloniale, qui a été ce nœud gordien vraiment d'un no man's land de l'illégal et du mauvais traitement. Parce que
on ne peut que déplorer l'existence de ce hangar, mais on peut s'interroger sur ce qu'il en reste dans nos pratiques en termes de politique publique, d'encadrement et parfois de zones de non-droit. Moi, j'ai vraiment envie qu'on se pose collectivement la question de ce qu'il en reste dans nos imaginaires collectifs. On approche de la toute fin de cette émission. Vous avez rencontré des témoins, vous avez rencontré des hommes, pour l'essentiel, hein, qui ont connu, qui sont passés par ce hangar. Ils en gardent un très mauvais souvenir. Quel est le souvenir qu'ils en gardent finalement? Ils n'ont pas l'air de reprocher forcément aux autorités françaises d'en être passés par là. C'est un peu le sentiment que donne un certain nombre de témoignages qu'on va ensuite. C'est la réalité? L'une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que les hommes que j'ai retrouvés qui avaient été enfermés là, après un premier entretien, quand je revenais les voir, me disaient « Mais c'est fou, en fait, j'ai réalisé la dernière fois que vous êtes venu, ou la dernière fois que tu es venu, qu'on m'avait enfermé dans un hangar. Je crois qu'à l'époque, ça ne m'avait pas choqué. » Et ça raconte à quel point la liberté publique de l'étranger à cette époque, même pour les étrangers eux-mêmes, était un non-sujet, en fait. Je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais ce sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les trois, tout particulièrement à vous, pour ce film que nous avons eu le plaisir de proposer dans cette émission Débat-Doc aujourd'hui. Vos réactions, ça sera sur #Débat-Doc, bien entendu. Nos invités d'ailleurs pourront réagir à ce que seront vos réactions. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Rendez-vous pour un prochain Débat-Doc. Ça sera la même place, la même heure, et toujours, bien sûr, avec son documentaire et son débat. À très bientôt.